Et clairement le retour, de par son volume et de par le fait que c'est un processus métier complexe, Mmh. avec toute une chaîne à gérer depuis le retour, la logistique et cetera. C'est, on va dire un endroit de choix pour aller, frauder et aller faire des tests. Donc clairement, nous, on constate globalement sur toute la place, une flambée de ce phénomène, du retour et du remboursement. Et donc, oui, on a de nombreuses personnes, avec qui, on travaille, on discute sur ces sujets de comment mieux lutter contre ce phénomène. Est-ce que, comme le dit Rachid, toi aussi, tu as observé un changement de comportement du fraudeur avec le renforcement de la réglementation dans le paiement, et le 3D Sécure? Totalement. Alors, on n'a pas constaté un arrêt de la fraude au paiement. On sait que la fraude au paiement est toujours là, mais elle est clairement aujourd'hui sous contrôle et maîtrisée. Et donc on a vu ces, modes opératoires qui étaient jusque-là un petit peu exotiques devenir, des modes opératoires, majeurs du marché, en fait. Et Bonjour et bienvenue sur les Digital Doers. Depuis 2019, je prends le temps de rencontrer celles et ceux qui façonnent et transforment le commerce en France, des dirigeants de marques, d'enseignes, de plateformes, de DNVB ou de solutions qui vivent de l'intérieur les grandes mutations du commerce. Ici, pas d'interview formatée, j'aime les conversations longues, franches et analytiques, celles qui permettent de prendre de la hauteur, de comprendre les choix stratégiques, les contraintes, les arbitrages et les convictions, que ce soit en mode one-to-one ou dans des formats thématiques. Nous parlons de distribution, de marché, de proposition de valeur, d'évolution des comportements d'achat, mais aussi de technologie et de solutions. Chaque semaine, je vous propose un nouvel épisode. Pour en être notifié, vous pouvez vous abonner à la plateforme d'écoute de votre choix. Enfin, pour suivre l'actualité du podcast et de notre écosystème, vous pouvez également me retrouver sur LinkedIn, Instagram, TikTok, Facebook, ainsi que sur mon groupe WhatsApp et bien évidemment sur lesdigitaldoers.com. Tous les liens sont en description de cet épisode. Bonne écoute, toujours sans coupure. En France, la fraude en ligne pèse désormais plus d'1 milliard d'euros par an sur les acteurs du e-commerce. Un montant élevé, mais surtout un phénomène qui évolue vite, avec des pratiques de plus en plus organisées, et parmi elles, la fraude au retour. Car derrière ce qui a longtemps été un levier de conversion puissant, le retour produit simple, rapide, souvent gratuit, se cache aujourd'hui une réalité beaucoup plus complexe. Retour incomplet, substitution de produits, contestation abusive, la fraude s'organise, se professionnalise et met directement en cause un principe sur lequel repose tout le e-commerce, la confiance. Dans ce contexte, une question s'impose assez vite. Comment continuer à proposer une expérience client fluide sans multiplier les frictions tout en gardant la maîtrise du risque? Autrement dit, où placer le curseur? Pour en parler, je suis très heureux de recevoir aujourd'hui deux invités qui travaillent sur ces sujets au quotidien. Laure Littler, tout d'abord CEO d'Honeytrust, qui accompagne de nombreux acteurs du retail dans la détection, la prévention de la fraude. À ses côtés, ou à mes côtés, Rachid Rilan, responsable fraude et paiement des Galeries Lafayette, une enseigne confrontée à ces enjeux à grande échelle, notamment sur les flux internationaux et puis des volumes de retour importants. Nous allons structurer cette conversation en 4 temps. On va commencer très concrètement avec les Galeries Lafayette pour comprendre ce que recouvre aujourd'hui la fraude au retour, ses formes et ses impacts. À partir de là, on éclairera un peu le sujet pour parler des arbitrages que cela impose en interne entre sécurité et expérience client. On verra ensuite comment Honnêtrust aborde ces enjeux au quotidien, avec quelles approches et quels partis pris. Et puis on terminera en revenant sur ce qui a été mis en place ensemble, les résultats obtenus et les enseignements que l'on peut en tirer. Mais avant de commencer, Laure, Rachid, est-ce que vous pourriez vous présenter un peu mieux que ce que je viens de faire? Laure, à toi la parole.
Oui, merci Cyril. Alors, en quelques mots, donc moi, je suis la CEO d'Honeytrust. J'ai passé les 10 premières années de ma carrière dans le retail, à la fois, retail et e-commerce et plus particulièrement sur des sujets autour du marketing, autour de la connaissance client, globalement de la data marketing. Ensuite, j'ai rejoint le secteur des services financiers, et donc ça fait maintenant une petite dizaine d'années que je suis dans le secteur des services financiers et depuis maintenant 3 ans, spécialisée dans la lutte contre la fraude, depuis que j'ai rejoint les équipes d'Honeytrust. Honnêtrust, ça fait partie de Honey. Tout à fait. On connaît peut-être plus la marque Honey, moins Honneytrust, puisque la marque Honey est aussi une marque B2C qui est connue pour le BNPL. Comment ça s'intègre Honneytrust au milieu de cette organisation Honey? Donc en fait, Honneytrust est une filiale de Honey. Nous, évidemment, travaillons dans la lutte contre la fraude pour Honey, mais nous avons aussi de nombreux clients qui n'ont rien à voir avec Honey, que ce soit des clients dans le retail, le e-commerce ou des clients dans les services financiers. Et donc, nous faisons de la lutte contre la fraude pour ces clients, alors que ce soit sur vraiment du scoring anti-fraude pour un certain nombre de marchands. Ouais. Il faut savoir que toutes nos solutions sont vraiment basées sur ce qu'on appelle l'identité digitale. Donc, comment, en détectant et en connaissant bien l'identité digitale d'une personne, on est capable d'identifier si c'est un fraudeur ou pas. Parce que la fraude contre laquelle vous luttez, c'est toute forme de fraude, c'est-à-dire à la fois la fraude dans les paiements, mais aussi, donc on va le voir, dans les retours. Comment ça s'organise, votre proposition de valeur? Alors, on a vraiment à la fois, une solution de scoring, donc on a vraiment des algorithmes, qui vont venir scorer les transactions ou les événements. Une ouverture de compte, par exemple, est un événement et identifier, avec de l'IA, avec des algorithmes, si, on identifie un risque de fraude sur cet événement ou sur cette transaction. Et donc on va le faire à la fois avec les éléments de la transaction, mais aussi avec des éléments qu'on va nous aller chercher pour enrichir les données et savoir si, l'identité notamment qui se présente est réelle ou pas. Bon, vous l'aurez compris, on a affaire à une professionnelle. Je crois que le côté tech va être largement abordé et on va comprendre la mécanique qui, grâce à l'or, se met en place au profit des vendeurs, des commerçants, des retailers, des e-commerçants. Je me tourne vers toi, Rachid, avant de commencer. Est-ce que tu peux toi aussi te présenter? Tu nous présenteras les Galeries Lafayette, on connaît, je pense, tous très bien, mais quel est ton parcours? Alors, je fais figure de dinosaure dans le milieu. Ça fait presque 30 ans que je suis dans la lutte contre la fraude. J'ai commencé dans le crédit à la consommation pour m'orienter ensuite avec le boom des télécoms, dans les télécoms. Donc une première société, un peu ce qu'on appelait à l'époque des MVNO, donc les opérateurs virtuels, et intégrer un grand opérateur au Carré Rouge, chez lequel je suis resté presque 15 ans. Ouais, tu peux le dire, chez SFR. Chez SFR qui est en plus dans l'actualité puisqu'elle est en train d'être revendue Tout à fait. à différents opérateurs De français. très belles expériences qui m'ont donné pas mal d'outils, pas mal d'expériences. J'ai décidé ensuite de me former au cyber parce que je savais que l'avenir, c'était dans la lutte, dans le cyber, dans cet environnement. Donc, j'ai passé un master en cyber pour ensuite entrer chez Galeries Lafayette en tant que responsable retail, en responsable fraude dans le domaine du retail, qui est un nouveau domaine pour moi. D'accord? Donc, mais globalement, les clients restent les mêmes, mais je me suis orienté vers le retail et pour ce nouveau challenge. Et il fallait tout mettre en place, en fait, mettre en place l'activité et gérer la fraude au sein de galerielafayette.com, le site internet. Est-ce que ou alors on connaît, je disais, tout le monde connaît les Galeries Lafayette, tout le monde connaît l'activité e-commerçante des Galeries Lafayette. Est-ce que tu peux nous décrire un peu plus en détail le rôle qu'elle tient? Tu commences à nous dire qu'il y avait tout à mettre en place. Aujourd'hui, début 2026, c'est quoi la réalité de la lutte contre la fraude aux Galeries Lafayette? Alors aujourd'hui, la fraude au paiement classique qu'on a tous connue, elle est relativement maîtrisée de par les dispositifs qui ont été mis en place et la collaboration avec Honneytrust. Le taux de fraude sur le paiement est relativement maîtrisé. Ça n'empêche pas qu'il y a quand même des alertes et on reste vigilant puisqu'il peut y avoir des pics de fraude. Donc il n'y a pas quelque chose de régulé, mais c'est des pics qui peuvent arriver. Donc on ne baisse pas les bras, on est toujours là, on surveille. Mais depuis la mise en place des réglementations sur le paiement, donc l'authentification forte, on a constaté un déport de la fraude du paiement vers les comportements. En l'occurrence, la fraude au remboursement.
Et ça, il y a vraiment, avec la date, un déport, ouais. il y a un shift qui s'est fait Exactement. avec le déploiement De du 3D l'authentification. Secure. Exactement. Et sur- on a vu effectivement ce passage, ce déport vers de la friendly fraude et de la fraude au remboursement. Merci de faire la transition, elle est parfaite. On va rester avec toi, Rachid, pour rentrer un peu dans le concret du business. Cette fraude au retour au remboursement, de quoi parle-t-on exactement? Comment on arrive à la qualifier concrètement? Alors, elle est polymorphe, cette fraude. Elle n'a pas un seul visage. Elle évolue, elle s'adapte. Mais si on veut synthétiser, il y a 2 familles. Il y a l'opportuniste, monsieur, madame, tout le monde, et il y a la fraude organisée. Donc, elle est polymorphe, elle s'attaque à toutes les dimensions de la relation entre le marchand et le client, la livraison et le retour. Et au sein de la livraison, à l'aller, elle a différents aspects. Donc, alors les fraudes organisées. Alors attends, on va bien comprendre. La fraude, elle concerne les particuliers. Enfin, elle est faite par les particuliers qui, de façon opportuniste, se disent tiens, je vais mentir Bien sûr. pour pouvoir me faire rembourser d'un produit que je n'ai pas reçu. Et puis il y a une fraude plus organisée. Alors avant de parler de la fraude plus organisée, la fraude au retour des particuliers, est-ce que c'est la majeure partie de la fraude que vous arrivez à identifier? Oui, oui, Ok. c'est l'effet d'aubaine. C'est le facteur qui dépose un colis sans faire demander la signature. C'est le livreur qui va lancer le colis de l'autre côté du portail, dans le jardin, et effet d'aubaine, j'ai pas reçu mon colis. Il y a pas mal de comportements. Il y a beaucoup de il y a des vraies fraudes, il y a des vraies victimes, hein. Et c'est là qu'est la difficulté de l'exercice. C'est il faut arriver à garder une certaine objectivité dans nos analyses. Un équilibre savant entre la recherche de la vérité. Donc, c'est comme un peu une instruction. Elle se fait à charge et à décharge, et ne pas oublier l'instruction à décharge. Ne pas oublier qu'avant tout, c'est un client. Et là, on est vraiment sur le fil, sur une ligne de crête. Hein, on va vraiment en parler. Donc, ligne de crête, ouais. Jusqu'où il faut aller dans les démarches pour s'assurer de l'authenticité de la demande de remboursement. Parle-nous un peu de la fraude plus organisée. Ça, c'est un sujet qui est en train d'éclore, qui est très difficile à percevoir. Mais est-ce que tu peux nous l'illustrer concrètement? Comment ça marche? Je me souviens qu'en préparant l'émission, tu m'avais donné un super exemple. Alors celle-ci, elle se fait. Alors je l'ai connue. Dans un premier temps, elle se faisait sous les sous-couches sur le dark web. Donc c'était des groupes qu'il fallait arriver à intégrer, et c'est assez complexe. Donc c'était une fraude qui était réservée à des initiés du dark web. On a connu un virage avec la démocratisation de cette fraude, qui est passée sur les couches supérieures du web, en l'occurrence sur les réseaux sociaux. Alors, on va parler de la façon avec laquelle cette fraude se rend connue, mais elle consiste en quoi, cette fraude? Qu'elle soit sur le dark web ou connue, elle consiste à utiliser, industrialiser en fait un process. Est-ce que tu peux nous dire comment ça fonctionne? Comment globalement le fraudeur maître, je sais pas comment le... Alors, le fraudeur, alors ils se font appeler des refunders. Des refunders, voilà. C'est des refunders. Ils vont aborder l'échelon, hein. Ils ont du marketing, hein, via des réseaux sociaux, on va pas les citer, mais ils vont appâter le chaland en leur proposant l'article de leur choix à moins 30% ou à moins 50%. Et on va leur proposer donc la fraude de remboursement, donc ce qu'ils appellent le buy for you. Donc on va gérer le process de remboursement de A à Z pour le compte du client. Une fois le remboursement obtenu, le client final reversera 30% du remboursement obtenu, entre 20 et 30%. Qu'on comprenne bien, le consommateur qui est complice du fraudeur, du refunder, veut s'acheter une paire de baskets à 100 €. Ouais. Le refunder lui dit cette paire de baskets, je vais pouvoir la trouver à 50 € au lieu de 100 € par exemple, et tu vas me payer 30% de ces 50 € une fois remboursement obtenu. Et pour que tu obtiennes le remboursement, je vais t'indiquer toute la méthodologie à faire pour pouvoir l'obtenir. De bout en bout. De bout en bout. Exactement. Donc, il est un peu comme un guide pris par la main par le refunder pour opérer la fraude à sa place.
Exactement. Et quand on infiltre un peu ces groupes, ils ont ce qu'ils appellent des boutiques. Donc les boutiques, ce sont les marques qui ciblent. Et ces boutiques sont classées selon un ranking où il est plus facile, où il est plus aisé de faire ces fraudes au remboursement. Donc, ce qu'ils appellent leur boutique, c'est tous les commerçants qui sont ciblés par ces refunders. Donc ceux qu'ils ont identifiés comme étant plus faibles Plus faibles dans en termes de défense. en termes de défense. Exactement. C'est hyper important que tu précises ça parce que c'est une notion qui est pas forcément perçue par tout le monde, par tous les commerçants et la qualifier aujourd'hui revêt toute son importance. Est-ce que c'est quoi l'impact pour vous de cette fraude? Est-ce que vous arrivez à la mesurer et comment on fait puisque c'est très diffus quand même? Elle est difficilement mesurable. Elle est difficilement mesurable. Mais l'impact, c'est l'impact financier parce que c'est de la perte de marge. Après, il y a un impact également si on ne fait rien. Ça fait effet d'appel d'air. Mmh. Que plus vous remboursez les clients, moins vous analysez, plus vous serez la cible des fraudeurs. Donc, il y a un effet d'appel d'air. Il faut être très vigilant. Et il y a cet effet-là, l'effet sur les marges, qui est pas négligeable. Parce que quand vous remboursez la totalité d'un article à 1 000 €, ça pèse quand même dans les chiffres. Donc au-delà, les marchands doivent être très vigilants par rapport à cette fraude industrielle, parce qu'une fois qu'elle cible un marchand, ça peut aller très vite. Comment on fait aujourd'hui au Galeries Lafayette pour identifier c'est quoi les warnings, les qui clignotent, sans que tu nous donnes les recettes maison, mais un comportement qui attire une attention? Alors, on va pas effectivement donner les recettes de la potion magique, hein. Ça reste un secret industriel. Mais globalement, et que ce soit Galeries Lafayette, mais ailleurs, on a chacun nos recettes. Quand on échange, on travaille à peu près la même chose. C'est la notion de cluster. Il y a une notion de cluster qui fait que il y a des signaux faibles qui annoncent l'arrivée de la fraude. Il y a des signaux faibles. Un article ciblé, ça peut être un mode, un comportement, un courrier type, un discours type. Il y a pas mal d'éléments qui laissent à penser que il y a un cluster et qu'il faut être vigilant et regarder de près. Et puis il y a, aussi des typologies de produits, un Ouais. retour d'un iPhone, c'est un petit peu suspect. Enfin, Oui, tu vends pas des iPhones oui. probablement, mais tu vois, il y a Ou le des retour d'un parfum qui ne me convient pas. ouais, c'est ça. Faut faire, attention. Laure, merci, Rachid, je me tourne vers toi. Le cas que vient de présenter, Rachid, est-ce que c'est quelque chose que tu observes à plus grande échelle? Son témoignage, il est cohérent avec ce qui est observé ailleurs dans l'industrie? Oui, totalement. Ce qu'il faut bien voir, c'est que, quand on regarde les chiffres, globalement du e-commerce, on sait qu'à peu près 25 des commandes sont retournées. À partir du moment où 25 des commandes sont retournées, alors après avec en fonction des secteurs, évidemment, des taux qui vont différer, hein. Dans la mode, les chaussures et cetera, on peut monter entre 17 et 30. Dans le high-tech, on va être plutôt autour de 7. Même dans les livres, on peut être encore autour de 5. Donc c'est vraiment un phénomène de fond, qui aujourd'hui est un service, qui est attendu, qui est normal chez un e-commerçant. Donc les volumes de retour sont très élevés. Et tu le disais en introduction, aujourd'hui la fraude au paiement, c'est 1 milliard d'euros globalement en France. C'est relativement stable, hein, donc ça veut dire qu'aujourd'hui les fraudeurs n'arrivent pas, puisque les paiements sont mieux protégés, à faire augmenter leur chiffre d'affaires par les fraudes qu'ils faisaient jusque-là sur les paiements. Et donc effectivement, ils vont aller chercher d'autres endroits et clairement le retour, de par son volume et de par le fait que c'est un processus métier complexe, Mmh. hein, avec toute une chaîne à gérer depuis le retour, la logistique et cetera, c'est, on va dire un endroit de choix pour aller frauder et aller faire des tests. Donc clairement, nous, on constate globalement sur toute la place, une flambée de ce phénomène, du retour et du remboursement, et donc oui, on a de nombreuses personnes, avec qui, on travaille, on discute sur ces sujets de comment mieux lutter contre ce phénomène. Est-ce que, comme le dit Rachid, toi aussi, tu as observé un changement de comportement du fraudeur avec le renforcement de la réglementation dans le paiement et le 3D Sécure? Totalement. Alors on n'a pas constaté un arrêt de la fraude au paiement. On sait que la fraude au paiement est toujours là, mais elle est clairement aujourd'hui sous contrôle et maîtrisée. Et donc on a vu ces, modes opératoires qui étaient jusque-là un petit peu exotiques devenir
des modes opératoires, majeurs du marché, en fait. Et alors on parle de la fraude et du remboursement, mais on peut aussi parler du social engineering, c'est-à-dire comment le fraudeur va, duper un client honnête en lui faisant croire un certain nombre de choses pour lui faire valider Mmh. lui-même une transaction qui n'a pourtant pas passé. Mmh. Donc ça, c'est la deuxième façon de faire. Donc c'est ces modes opératoires qui jusque-là, parce qu'un petit peu plus complexes, demandant un peu plus de psychologie, et cetera, étaient mineurs, sont devenus majeurs aujourd'hui. Parce que les fraudeurs, se sont recyclés tout Mmh. simplement, hein, et ont développé ces modes-là. Et est-ce qu'on peut dire qu'il y a aussi une catégorie ou une approche de la fraude qui est nouvelle? Dans la mesure où, et vous allez me dire si vous partagez ce point de vue, que quelque part le consommateur «opportuniste» entre guillemets, vient, frauder en disant: «Mais de toute manière, c'est eux les voleurs, et puis, je risque pas grand-chose. Tu as vu, le prix auquel ils vendent leur sac à main, c'est pas allez, il est c'est eux les voleurs. Moi, finalement, il y a pas tellement de conséquences pour moi et c'est presque juste». C'est vrai ça? On a un sujet, je sais pas si on peut appeler ça de code moral. Enfin, il y a Ouais, c'est effectivement ça, quelque ouais. chose qui a glissé, qui est en train de glisser, où cet effet un peu Robin des Bois, effectivement, c'est les grandes marques, elles gagnent plein d'argent, des grandes plateformes, moi je peux bien, profiter parce que là, il y a une faille que j'ai identifiée, et cetera. Clairement. Donc ça, et c'est ce qu'expliquait Rachid tout à l'heure, c'est ce qui rend, c'est une partie de la difficulté de cette fraude-là, ce qu'on appelle la friendly fraud, c'est-à-dire une fraude de monsieur tout le monde. Mmh. C'est qu'effectivement, c'est pas forcément quelqu'un qui fait partie d'un réseau organisé, c'est pas forcément un professionnel, mais pour autant, à la moindre opportunité, à la moindre occasion, sans état d'âme, effectivement, on va tenter de contourner le système et de pas payer. Ouais, là, on est dans, la confiance qui, n'existe plus. Tu confirmes, Rachid? La dématérialisation de l'acte d'achat. Il y a une dématérialisation, donc c'est pas comme si j'allais dans un magasin, je me servais, je sortais sans passer par la case, paiement. Là, on a tout de suite conscience que on fait quelque chose de mal. Mais là, dans le monde digital, on n'a pas conscience, on n'a pas cette notion. Et pour avoir eu certaines des personnes en ligne et avoir échangé avec eux, au final, c'est moi qui leur explique que ce qu'ils font est mal. Ils ont pas confiance. Pour eux, ça a pas d'impact. C'est une piqûre de moustique et que, ça va pas, mettre en péril une entreprise ou, un groupe ou, Attends, ils te disent ils en ont pas conscience mais dans le fond, ils doivent bien en avoir conscience, mais ils se disent: «C'est pas grave», enfin, tout je le veux monde dire, le fait. tout le monde le fait. C'est ça, on le fait, C'est ça. exact. C'est un peu la même philosophie avec laquelle il y a des haters sur, les réseaux sociaux qui, cachés, derrière leur écran, s'amusent à raconter, à colporter des fausses informations, voilà, on est dans le même, registre. Et ce que disait Rachid tout à l'heure sur ce côté, la fraude qui devient un service, alors dans le jargon, on appelle ça la fraude as a service, hein, comme le software as a service, mais ça vient participer de cet effet-là parce que, au-delà de cette notion de code moral, qui effectivement, glisse, et cetera, on a aussi cette facilité d'accès. Bien sûr. À partir du moment où ces fraudeurs, ces refunders, font la publicité, de façon quasiment ouverte de leurs services, ça ça doit pas être quelque chose Bien sûr. d'interdit puisque c'est là, Ouais, c'est proposé. ouais, c'est ça. C'est quasiment institutionnalisé, donc bon, Exactement. quelque part, j'utilise les services que le web me propose. Exactement, c'est ça, C'est tout terrible. à fait. Est-ce qu'on peut aussi considérer que l'avènement de la seconde main avec les plateformes comme, Leboncoin, Vinted et les autres, favorise la liquidité, des produits et vient, quelque part renforcer la motivation des, consommateurs qui étaient peut-être opportunistes au départ et qui se disent, finalement avec, ce que leur offrent, toutes ces plateformes, ça va être facile de le revendre et donc de reprendre quelque chose de liquide? Oui? Clairement. Hem, clairement ça facilite, et donc ça vient donner des idées. En fait, ce qu'on dit souvent chez Honnête Trust, c'est qu'on a, un espèce de cycle du tricheur vers le fraudeur. C'est-à-dire qu'au démarrage, on est le tricheur, c'est ce qu'on décrit depuis tout à l'heure, c'est monsieur, madame, tout le monde, qui au début le fait par opportunité. Ensuite, on arrive à, un fraudeur qui le fait pour son propre compte, non pas encore de façon professionnelle, c'est-à-dire qu'il gagne pas sa vie avec, mais il va systématiquement chercher la faille. Et ensuite, on arrive à l'étape d'après où là, on se professionnalise, on se dit: «Ben, comme tu dis, finalement, je me rends compte qu'il y a des endroits où c'est facile, j'ai compris le truc et comme je peux assez facilement revendre de par ces plateformes, et cetera,
je peux en faire mon métier. Et la dernière étape, c'est le réseau. Mmh. C'est-à-dire que un fraudeur individuel seul, derrière son écran, ben, je me mets en réseau avec d'autres, je donne mes tips à d'autres, je les vends, on crée un réseau et voilà et c'est comme ça qu'on arrive au fameux cluster dont parlait Rachid. Ouais, merci pour ces précisions et justement, Rachid, je me tourne vers toi pour le sujet du à partir de quel moment on va commencer à durcir les règles? On parlait de ligne de crête, hein, tout à l'heure, hein, Mmh. c'est-à-dire à quel moment, on va rendre l'expérience d'achat moins fluide parce qu'on va vouloir un petit peu, se protéger, et donc, comment dire? Durcir les règles. Qu'est-ce que vous refusez, vous, dans la lutte contre la fraude? C'est assez compliqué de parler de refuser dans notre métier de la vente ou dans tous les métiers de la vente en général. C'est difficile, hein. L'objectif, c'est pas de refuser, justement. C'est une défaite. C'est un échec si on le fait. Si on durcit, c'est un échec. C'est qu'on n'a pas su gérer. L'objectif, c'est d'être accompagné par un partenaire et de travailler ensemble dans la mise en place. Alors c'est un travail qui est peut-être long, qui est un peu ardu. C'est une cartographie de la fraude, une typologie. Ensuite, c'est de mise en place d'utiliser l'outil pour pouvoir détecter la fraude sans perturber l'acte de vente. C'est vraiment l'objectif. Mais on s'interdit de se dire on va durcir parce que c'est pas dans notre ADN et c'est pas dans l'ADN des marchands en général de freiner la vente au nom du principe de sécurité ou de le principe de sécurité. On en tient compte, c'est un insight, mais c'est pas un élément décisif. Donc c'est Pour a pouvoir priori, vous allez avant même, hein, l'achat, avoir des règles, des systèmes exactement. qui vont, C'est de mettre l'intelligence technique, mais humaine, derrière, pour pouvoir anticiper la fraude. On sait, par exemple, avant tout acte de fraude, alors là, je parle de la fraude massive, industrielle, organisée, on a toujours des signaux faibles qui l'annoncent. Si dès le départ, on met en place des éléments de détection à partir de ces signaux faibles, on prévient la fraude. Et ça, c'est l'objectif. Et c'est vraiment l'objectif ultime. C'est d'anticiper. C'est un peu comme aux échecs. donc C'est le coup d'avant. quand on Hop, voit la le coup fraude adversaire. arriver là, parce que, Ouais, il y a les outils, vous avez l'expérience, ouais. vous voyez arriver le truc. Comment on se prévient des conséquences potentielles de cette fraude-là? C'est assez compliqué. C'est pas un exercice facile. C'est pas, alors, il y a ce qu'on appelle la veille. On surveille ce qui se passe sur les marchés, sur les réseaux. Parce que, effectivement, l'avantage de ces fraudeurs, ils communiquent beaucoup. Il y a beaucoup de vantardise, il y a beaucoup de communication, mais c'est intéressant parce qu'on connaît les tendances. Connaissant les tendances, on peut prendre un coup d'avance et de se dire, bah, si notre ennemi, notre adversaire risque de passer par là, mettons de la surveillance et regardons ce chemin s'il va être emprunté. En général, effectivement, il y a beaucoup de vantardise, mais il y a un peu de vérité dans chaque mensonge. Et on arrive à retrouver, à anticiper. Côté Honey Trust, là, qu'est-ce que tu observes chez tes clients, Laure, qui euh, les comportements qu'ils mettent en place? Est-ce qu'il y a des actions, Mm. comme Rachid vient de le dire, en amont du processus, et est-ce qu'il y en a qui vont un peu après? En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le métier de la lutte contre la fraude et tu parlais de cette ligne de crête et des mesures ou pas qu'il faut prendre, c'est un métier qui est très particulier pour toutes les raisons, qu'évoque Rachid. C'est que la priorité évidemment, c'est de ne pas rompre la confiance et donc de ne pas, avoir ce qu'on appelle des faux positifs. Ça veut dire des clients loyaux, qu'on va refuser pour une mauvaise raison, enfin que le marchand va refuser pour une mauvaise raison. Et donc ce métier, du coup, c'est un métier où on peut pas dire: «Voilà où je mets ma limite». Parce que, il faut pas que cette limite soit visible et donc testable par les fraudeurs. Donc elle ne peut pas être écrite dans le marbre, Non. parce qu'à partir du moment où elle est écrite, elle est visible et donc les fraudeurs vont l'identifier et la contourner. Et deuxièmement, la fraude en elle-même est une matière vivante qui évolue en permanence. Quand on parle d'attaque de réseau, ça veut dire pic soudain. Et avant le pic, potentiellement, c'est calme. Après le pic, c'est à nouveau calme. Et donc, on ne peut pas se baser sur un pic pour mettre des règles, parce que une fois qu'on l'aura cassé, évidemment, on va venir
avoir des clients loyaux qu'on va limiter dans leurs Ouais, c'est achats, ça, ouais. etc. Donc Faut pas que vraiment, l'exception vienne influencer sur exactement. la majorité. Donc en fait, Exactement. notre métier, c'est vraiment un métier d'orfèvrerie finalement, hein, et d'échanges permanents entre les équipes chez Honnête Trust et nos clients pour justement en permanence trouver à la fois le niveau, on va dire optimum pour la période classique et en même temps être capable de réagir avec des règles qu'on va mettre très très rapidement quand un réseau arrive Mmh. et qu'on va savoir enlever très rapidement une fois qu'on a cassé ce réseau. Donc c'est vraiment cet équilibre très fin qu'on doit trouver et qui fait toute la différence de notre métier par rapport à des métiers Mmh. qui vont aller mettre des algorithmes avec des seuils, etc. Nous, c'est pas du tout comme ça qu'on peut fonctionner. OK, donc ça, c'est vraiment important, on le précise, Mmh. c'est qu'il y a, le travail, il consiste à être en anticipation de tout, heu et est-ce qu'il y a l'identification de comportements et qui sont des types de comportements qu'on va aller cartographier dans les systèmes pour pouvoir nous aider à aborder, cette, lutte contre la fraude? J'ai envie de dire, ils nous donnent eux-mêmes les armes parce qu'ils communiquent sur un mode opératoire, notamment que ce soit sur leurs documents de formation qu'ils peuvent vendre à droite ou à gauche, mais également dans la description de leur mode opératoire. J'ai envie de dire, ils nous aident, ils nous aiguillent. Donc ils nous aiguillent sur une démarche, un mode opératoire, et à partir du moment où on a le mode opératoire, on a le sérum. C'est plus facile de soigner quand on a le mode opératoire. Pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement, quand on est dans notre métier de la fraude, on est tout le temps la tête dedans dans la fraude. Mais n'oublions pas que la fraude, c'est quand même très, très peu, c'est un pouillème de notre activité commerciale. Et il faut vraiment et c'est la difficulté, le travail du responsable fraude, c'est de prendre du recul et de se dire au final: «Mais la fraude, c'est moins de 1%, c'est moins de 1% bon, largement oui, beaucoup moins de 1% des paiements et très peu les remboursements, c'est très peu». Donc en prenant de la hauteur, on se dit: ne gâchons pas la relation avec nos clients à cause de moins de 1% de fraudeurs ou de gens à comportement malveillant. Et tu me passes le bâton pour pouvoir, te poser l'autre question qui vient directement avec ce que tu dis. Dans quelle mesure les équipes e-commerce et marketing, celles qui sont plus en train de composer l'expérience d'achat, voient les, recommandations de la fraude comme, un frein ou, comment c'est intégré finalement, la mission qui est la tienne? Est-ce que c'est bien perçu? Est-ce que parce qu'on a tendance à dire: «Bah, ouvrons au maximum, fluidifions au maximum le parcours». La fraude, elle vient un petit peu apporter un caillou dans la chaussure dans les équipes e-commerce, non? Alors de ma vision, et je vais parler un peu de toutes mes expériences professionnelles, de l'objectif, le service fraude, vient en back office, en support à la vente. Il doit pas bloquer la vente comme je disais. On arrive, alors je dis pas qu'en mode pompier, mais on doit arriver à permettre que le business se fasse dans de bonnes conditions. On ne doit pas partir avec des a priori quand il y a une offre par exemple de télécom ou autre. On ne doit pas partir avec des a priori. On doit être là pour proposer. Alors, si on peut proposer en amont, c'est tant mieux si on écoutait. Et là, c'est pas facile parce que la notion de risque et de fraude, elle est pas forcément bien saisie au moment du lancement d'une offre ou autre. Heu, mais le message peut passer. Le message peut passer en se disant: «Bah oui, là, ce mode de livraison peut être un risque». Se dire: «Est-ce qu'il vaut mieux pas le sécuriser? Est-ce qu'il vaut mieux pas le» Oui, on peut intervenir dans ce sens-là en facilitant les choses. Mais en tout cas, on ne bloque pas les choses. On apporte des solutions. Et ça, c'est quelque chose que tu observes aussi, Laure, chez, d'autres typologies de commerçants, une collaboration étroite avec, les directions, marketing, e-commerce, je sais pas où elles se trouvent, mais enfin celles qui, portent le front, quoi. En fait, l'enjeu, effectivement, on le voit chez les commerçants avec qui on travaille, il se situe à la fois avec le service client.
parce que, au-delà du marketing qui va effectivement générer les flux et cetera ou créer les comptes, voilà, on va avoir le sujet du service client qui lui va avoir les fraudeurs au téléphone, qui vont essayer de dire: «Si, c'est bien moi et puis, si vous refusez, mon retour, ou ma commande, je vous mettrai une mauvaise note sur, quand vous me demanderez un NPS» et cetera. Donc je dirais que, pour compléter ce que dit Rachid, là où on le sent et là où effectivement cette collaboration elle est très importante et cette pédagogie aussi elle est très importante, c'est effectivement entre les services fraude et les services clients parce que souvent ils ont finalement à traiter, les mêmes cas de transactions, d'événements, et ils doivent être alignés sur la réponse qu'ils vont apporter. Donc clairement, c'est un vrai enjeu qui n'est pas toujours simple, hein, je rebondis sur ce que disait Rachid, effectivement, qui n'est pas toujours simple, mais qui est vraiment clé là dans les relations entre les différents services, autour de la transaction. Quand, pour aller plus loin avec toi alors sur, les, outils que vous déployez, comment, vous abordez la chose avec, les commerçants pour, il y a de la technologie, hein, tu as commencé à en parler d'ailleurs, je veux bien que tu précises un Mmh. peu plus comment vous mettez en place tout ça? Comment c'est intégré en interne et qui sont les services concernés? Bon, bien sûr, on a compris la fraude, le service client, de façon plus globale, comment tout ça est piloté? Alors, hem, alors effectivement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a de la technologie, tu le disais. Quand on dit technologie, on dit des algorithmes, on dit de l'IA, si on veut parler, de façon un peu globale. Hem Et l'enjeu, ça va être, à la fois d'avoir des algorithmes qui vont, faire ce que je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire cette espèce heu, de base qui doit être en permanence présente et qui doit être un petit peu en surveillance permanente et donc on va, surveiller les transactions, analyser les identités pour voir ce qui se passe. Mais c'est aussi et ça va compléter un petit peu la notion de, aller voir ce qui se passe sur le dark web directement, c'est aussi avoir ce qu'on appelle, des sondes, ou des recherches de signaux faibles. Je vais donner un exemple, on a eu un jour affaire à un réseau de fraude qui était des climatiseurs en Italie. C'est-à-dire qu'en fait, les fraudeurs utilisaient le climatiseur pour frauder. Typiquement, un dispositif classique ne va pas mettre le climatiseur comme un produit potentiellement fraudé. Clairement pas. Mais si on a des systèmes justement de sonde, d'alerting qui nous disent: «Ben là, il y a dans une région donnée, une hausse de vente de climatiseurs qui est pas normale, il y a pas de promotion, il y a rien qui explique la chose». Ben ça peut nous alerter. On parlait justement d'anticipation tout à l'heure. Il faut se dire, là, il se passe quelque chose. Il y a quelque chose qui démarre, qui n'est pas normal. On observe un pattern anormal. Et donc, on va pouvoir anticiper la naissance d'un réseau et effectivement mettre en place ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire des règles. Donc là, on n'est plus dans de l'algorithmie ou de l'IA, hein. On est vraiment dans des règles qui disent si j'ai un climatiseur dans la région des Pouilles, alors voilà. Donc, donc c'est vraiment ce mix entre à la fois l'IA pour, encore une fois, sécuriser, avoir des tendances, des patterns et voir ces tendances se modifier qu'on va utiliser et vraiment des mécanismes de règles qu'on va mettre en place avec nos marchands pour stopper. Et ensuite, pour analyser les réseaux, là, on doit encore aller un petit cran plus loin, et ça rejoint les clusters dont parlait Rachid tout à l'heure, qui sont ces communautés, ces groupements d'éléments qui se ressemblent et on a là aussi de la technologie, hein, pour, analyser ces groupements et faire des liens entre des éléments qui sont pas forcément exactement les mêmes. Par exemple? On parlait de fraudeurs qui, industrialisent et cetera, on parlait Ouais. tout à l'heure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, un fraudeur, il va plus créer à la main une nouvelle adresse email, une fausse adresse email pour se cacher. Il va industrialiser la création des fausses adresses email pour faire des attaques en masse. Et donc, par exemple, il va avoir un mode opératoire qui va être: je vais créer à la volée des adresses email abcd@gmail.com, cdef@gmail.com, xyz@gmail.com, et cetera. Vous voyez l'idée? Et donc, nos systèmes, ce qu'ils font aujourd'hui, ce qui dans les évolutions qu'on a, c'est qu'ils sont capables d'identifier justement ces signes faibles, c'est-à-dire des liens qui sont pas des liens directs, mais par exemple des constructions identiques qui nous disent: «Tiens». Ouais, des suites logiques quelque part. Exactement. Mmh. Même si c'est pas exactement le même email,
comme c'est la même construction, c'est potentiellement le même fraudeur derrière. Mmh. Et donc ça, c'est vraiment c'est là où l'IA nous aide avec des nouvelles façons de travailler, ce qu'on appelle par exemple la graph data science, donc la technologie des graphes. Vraiment, on représente de façon graphique les choses et on arrive à aller beaucoup plus loin dans l'identification de ces réseaux, puisque aujourd'hui, ils sont capables de changer quasiment chaque point de données. Donc, les systèmes classiques ne voient plus de lien. Donc, on doit avoir des systèmes beaucoup plus avancés en termes d'IA pour les identifier. Parce qu'il y a il y a une notion qui est très importante, chez Honnête Trust, c'est que l'ensemble de la donnée de tous les commerçants avec lesquels, vous travaillez, elle est mise au service de tout le monde, Tout hein? à Je fait. sais pas comment l'exprimer. Elle est ce qu'on appelle mutualisée. Ça veut Mmh. dire qu'effectivement, tous les commerçants avec lesquels on travaille, mutualisent leurs données au sein de nos systèmes. Ça veut dire qu'un fraudeur chez un commerçant, on saura l'arrêter quand il va aller chez un autre parce qu'on sait que les réseaux se déplacent Mmh. d'un commerçant à un autre en permanence. Si on les arrête quelque part, ils vont tester les mêmes modes opératoires ailleurs, etc. Donc, on parlait de confiance tout à l'heure, mais c'est aussi effectivement cette notion de collaboration de l'ensemble de l'écosystème. On dit souvent, on peut pas être concurrent en lutte contre la fraude parce qu'en fait, on doit le plus possible mettre les choses en commun pour arrêter les fraudeurs parce qu'en fait, ils passent de l'un à l'autre, etc. Et donc, c'est vrai que cette notion de mutualisation, elle est vraiment très, très importante et elle apporte évidemment énormément de richesse dans notre capacité à identifier les fraudeurs. Je vais aller juste un cran plus loin sur ce sujet-là pour parler de RGPD. Est-ce que c'est quand même un sujet, avec lequel, vous êtes contraint parce que vous pouvez pas faire exactement ce que vous voulez? Comment vous intégrez c'est pas une notion, cette réalité, comment dire? Du respect de la donnée personnelle, à l'intérieur de vos processus? Alors en fait, je dirais qu'il est à la à la base, à la racine de l'ensemble de nos processus, parce qu'évidemment que la protection du consommateur et de la donnée personnelle, elle est voilà, c'est quelque chose de non négociable. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui compte, c'est quelle est la finalité de votre traitement. Quand vous traitez une donnée personnelle, ce qui est important, c'est pour quelle fin? Aux yeux du RGPD, aux yeux de la CNIL, c'est bien ça qui est regardé. Et donc, à partir du moment où on le fait, de façon raisonnée, raisonnable, dans une fin qui est clairement identifiée, qui est la lutte contre la fraude, effectivement, on a le droit de le faire, on peut le faire. Par contre, effectivement, on le fait de façon, très, contrôlée, en termes de, combien de temps on peut conserver les données, et cetera. Tout ça est très, très contrôlé et très surveillé. Parce que c'est au cœur de notre métier et évidemment, on se doit d'être irréprochable. Mais en tout cas, cette finalité de lutte contre la fraude, encore une fois, nous permet de le faire. Avant, je ne repasse la parole, à Rachid. Est-ce que, tu peux nous dire comment on s'implémente la solution Honnet quand on arrive chez un commerçant? Quels sont les connecteurs, qui doivent être, mis en place, heu, sans rentrer dans le détail opérationnel de la roadmap? Oui. Est-ce que tu peux nous En dire fait, globalement comment ça c'est très fonctionne? simple, c'est une API qui permet de faire transiter les informations de la transaction ou de l'événement chez le commerçant vers nos systèmes, où on va pouvoir justement faire tourner nos scorings, et cetera. Et ensuite, on renvoie au marchand, au commerçant, une réponse, alors qui peut avoir un niveau différents niveaux de granularité en fonction de ce dont il a besoin, lui, pour prendre sa décision. Mais nous, on renvoie une réponse qui est le fruit de nos traitements, dans cette API. Donc je dirais que globalement, le système le plus habituel, c'est ça, c'est simplement une connexion par API. Et après, on a aussi la possibilité, par exemple, si on va juste, analyser l'identité digitale, ce qu'on fait parfois, typiquement en lutte contre la fraude au retour, c'est-à-dire se dire: «OK, cette personne qui se présente avec un email, un numéro de téléphone, une identité, est-ce qu'elle semble être qui elle prétend être ou pas?» Donc ça, c'est une partie de la solution et ça, on peut simplement avoir une console à la main d'un investigateur, par exemple, ou d'un analyste et il va pouvoir, lui-même rentrer les informations dans la console et avoir une réponse qui lui dit: «Ben, voilà ce qu'on a pu enrichir sur le profil de cette personne et donc elle semble vraie ou pas pour telle et telle raison». Ce dashboard justement, Rachid, tu l'utilises, c'est un je sais pas si c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Back-office, ouais. Oui, Mmh. tu l'utilises, comme ça avec des voyants qui arrivent quand, Tous il y les a jours. tous les jours? Tous les jours.
C'est Tous les jours, je vois à peu près l'état des traitements, je vois les analyses, je vois les typologies, les motifs de détection, et on le regarde tous les jours. Comment ça s'est passé, le déploiement? On va rentrer dans le cas un peu concret, hein, de, Honey Trust et Galeries Lafayette. Comment, concrètement ça s'est passé? Parce que là, Laure vient nous expliquer, du côté Honey Trust. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de aussi entendre la réalité côté commerçant. Le besoin, comment tu l'avais identifié? Pourquoi Honey Trust y répond? Et et puis dans ton boulot de tous les jours, heu Mmh. comment ça fonctionne? Alors aujourd'hui, il y a 2 choses qui sont importantes. Notre relation avec Honey Trust, c'est les deux mots-clés, c'est, réactivité, agilité. Aujourd'hui, on travaille avec Honey Trust depuis quelques années, même avant mon arrivée, et j'ai développé cette relation directe avec Honey Trust à mon arrivée, parce que je me suis dit: «Personne ne connaît mieux notre produit que nous. Apportons cette connaissance de nos produits à Honey Trust, les produits à risque, les modes de livraison à risque, apportons et échangeons ces informations». Et derrière, j'ai trouvé une réactivité, une agilité. Par exemple, quand on détecte un réseau de fraude, un cluster, la mise en place rapide de règles, l'échange avec, les responsables ou mes homologues chez Honey Trust. Parce que là, ce que je comprends, c'est que ça passe pas dans l'API. Non, non, et que sur l'API, effectivement, heu, on a un visuel des dossiers traités et confiés à Honey Trust, et ça nous permet de voir à la fois la qualité de l'analyse, voir où en sont nos dossiers, et veiller à ce qu'il y ait toujours une fluidité et une belle expérience client. C'est-à-dire qu'un dossier ne dorme pas, parce que derrière on a un client, et on veille avec Honey Trust à ce qu'il y ait une certaine fluidité dans le traitement des dossiers, que ce soit en termes de prise en charge, mais également de traitement. OK, et donc ça, Solution qualitative, ouais. c'est, parce que tu as un homologue du côté Honey Trust avec qui tu peux Il discuter, y a des homologues, mais il y a aussi les indicateurs qui sont assez clairs, quoi. mmh. Il y a un dashboard, mais il y a aussi un tableau de bord qui permet d'avoir des KPIs en temps réel, et qui permet de voir où on en est au niveau du traitement, du stock, de la prise en charge. Et ça, on le voit de façon, régulière et de façon précise. Est-ce que ça veut dire que le matin, quand tu arrives au bureau, la première chose que tu regardes, c'est, le dashboard? Exactement, les flux, si tout va bien. Et il y a des matins peut-être, où il y a plus de drapeaux rouges pour dire: «Attention», je sais pas comment c'est matérialisé, mais disons qu'il y a des alertes qui remontent plus. On parlait des pics, hein. On a des pics, alors le pic peut être légitime, il peut y avoir un pic de fraude, une attaque, ça peut expliquer. Le pic de fois, ça peut être un problème technique aussi. Ça nous est arrivé, nous, d'avoir des solutions, des problèmes dans l'envoi des dossiers qui génèrent ensuite des pics. Donc ça peut être des problèmes légitimes de fraude, de pics de fraude, et ça arrive. Ça peut être des problèmes techniques, et ça, c'est important parce que ça permet d'avoir une réactivité dans la solution apportée et dans le plan d'action derrière. Et justement, ce plan d'action derrière, quand tu vois ça, bon, évidemment, il y a avec, communiquer l'information à Honey Trust. En interne, ça implique quoi? Bah, ça implique une mobilisation des ressources, une priorisation des actions. Donc là, tu es avec la logistique, avec le service Non, en général, client, c'est le plutôt en IT, effectivement. En IT, service client, effectivement, informer et surtout agir. C'est ça qui est important, c'est agir. Et ça, on l'a grâce à la disponibilité de ces indicateurs. En fait, c'est comme une voiture, on a plein de tableaux de bord, on a plein d'aiguilles qui nous permettent de bien rouler et d'arriver à l'objectif. Et quand on voit qu'une aiguille ou un indicateur est, je dirais, alertant, l'idée, c'est avec le temps, on sait ce qu'on a à faire et comment agir assez rapidement. Est-ce que ça a été compliqué de mettre en place ces procédures en interne pour faire réagir rapidement toutes les personnes concernées dans les différents services? Absolument pas, non, non. Après, c'est très, très rare. Il faut dire la vérité, c'est des événements qui sont assez rares, pour pouvoir, je dirais, alerter, et c'est vraiment des événements, que j'ai dû voir 1 ou 2 fois dans mon expérience avec Honey Trust. Mais ce qui est important, c'est plutôt les pics de fraude, et ça, oui, c'est important. Quand on a un pic de dossier, un pic de fraude, là, ça doit nous alerter, parce que ce que disait tout à l'heure Laure, on doit agir rapidement pour mettre en place des règles spécifiques pour mettre un terme, à l'action des fraudeurs ou du cluster. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup plus régulièrement. Et ça, justement, Laure, ces remontées qui sont faites par, les Galeries Lafayette, par Rachid, comment elles sont gérées en interne
pour pouvoir les intégrer dans les règles de fonctionnement qui sont les vôtres pour le compte des Galeries Lafayette? Alors, la clé et c'est ce que Rachid explique depuis tout à l'heure, hein, c'est que la lutte contre la fraude, ça peut pas être une boîte noire. Mmh. C'est-à-dire que c'est pas un système qui tourne, et voilà, on est protégé. La lutte contre la fraude, c'est de la technologie, mais c'est effectivement beaucoup d'humains, beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges au quotidien et donc effectivement, nous, ça veut dire au quotidien que les équipes, experts, vont, échanger avec Rachid sur ce qui arrive, s'il y a un pic et cetera, vont proposer des règles que Rachid va, accepter, challenger et cetera et donc pour justement, que son business de l'autre côté continue à, être suffisant en termes de chiffre d'affaires, hein, puisque voilà, il faut pas que nous les règles qu'on propose soient, trop dures et cetera. Donc il y a vraiment cet échange-là pour mettre les bonnes règles pour, agir tout de suite et après, il y a un deuxième effet qui est que, certaines de ces règles, parfois il est intéressant de se dire: «Tiens, celles-ci, il faudrait peut-être les rentrer dans les algorithmes, les rentrer dans l'IA». Parce qu'on voit que on a un phénomène de fond qui se passe et cetera et donc là, ça rentre plutôt dans les équipes data science qui vont, en échangeant là avec les experts et cetera, se dire: «Il faut que je fasse évoluer aussi les scores». Alors ça se fait pas aussi souvent évidemment que les règles, hein, c'est Heureusement, plus ouais. complexe à faire heureusement. Mais voilà, on a aussi cette boucle un petit peu de, ouais, feedback loop de se dire: «OK, là j'ai, un nouvel élément qui rentre, ben parfois ça vaut le coup d'améliorer aussi mon score avec cet élément-là». Donc on a vraiment toutes ces étapes-là à chaque fois qu'on va mais vraiment, hein, la communication dans notre métier, Mmh. elle est clé. L'expertise humaine, elle est clé. Enfin, c'est pas du tout un métier qui ne peut être que de la tech. Et justement, quand ces règles évoluent, Rachid, comment tu fais toi pour, les partager en interne? On parlait de transparence, elle est vraie entre vous 2, elle est vraie aussi en interne, pour dire: «Bah, voilà comment on fait évoluer, les choses». Est-ce que, ça doit être pris en compte, je sais pas, au service client? Est-ce que ça doit être pris en compte ailleurs? Comment on fait pour tenir informé de l'évolution du programme, des processus de lutte contre la fraude, au retour? Très important. On est dans des métiers où, on a très, très peu, en tout cas dans ce domaine-là, on a très, très peu de KPIs pertinents, qui permettent de voir, l'efficacité de nos actions. Heu, on peut se dire on réfléchit en termes de ce qu'on présente comme données, c'est, de la perte évitée. Parce que quand on détecte des fraudeurs au remboursement, c'est de la perte évitée. Donc on présente des chiffres de façon brute, mais qui ne veulent rien dire de façon absolue, parce que c'est très relatif par rapport à notre chiffre d'affaires et ça reste peanuts par rapport au commerce légitime ou aux achats légitimes, ça reste peanuts. Heu, mais c'est des éléments, en fait, on est le côté un peu obscur du commerce, en fait, notre activité, la fraude. On est des choses qui existent dans le domaine de la vente, un peu comme la sécurité en magasin, mais ça reste quand même quelque chose de très obscur. Ça reste quand même quelque chose de très obscur. On l'entretient pas, hein. C'est comme ça, c'est naturel et c'est dans tous les secteurs, en fait, dans tous les secteurs d'activité, dans toutes mes expériences. C'est quelque chose qui existe et qui est un peu quelque chose de marginal dans la vie d'une société, mais qui est important, la lutte contre la fraude. Ah oui, ça c'est je crois tout le monde est d'accord pour confirmer l'importance de cette lutte. Si on doit, pour conclure, imaginer les évolutions, sur lesquelles on doit être vigilant, en matière de fraude, Laure, c'est quoi les 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 points de vigilance que vous avez en ligne de mire, chez Honnêtrust? Alors je dirais que, le l'élément le plus important, c'est vraiment cette notion d'industrialisation. C'est-à-dire que, aujourd'hui, la technologie met à la main de tout un chacun, des éléments complexes. C'est des éléments qui étaient jusque-là réservés à des geeks, à des gens qui avaient, un attrait pour la technique et cetera. Aujourd'hui, tout ça, c'est à la portée de tout le monde. Alors aujourd'hui, tout le monde parle des LLM, des ChatGPT et cetera, voit bien la Mmh. puissance que ça met au bout des doigts de chaque personne. Bah, imaginez la puissance que ça met au bout des doigts d'un fraudeur. C'est-à-dire que, il y a quelque part plus de limites techniquement, à ce que chacun peut faire grâce à l'IA au sens large.
Le deuxième élément, c'est la force du réseau. C'est-à-dire que de la même façon, aujourd'hui les réseaux, sociaux, quels qu'ils soient, hein, permettent au mode opératoire de se répandre très vite, donc permettre une vraie célérité aux attaques. Ça, c'est aussi quelque chose Mmh. de nouveau, hein, qu'on voit vraiment arriver et qui fait justement que nos méthodes de lutte doivent s'adapter, hein. Aujourd'hui, on doit être sur des méthodes de lutte temps réel. Mmh. On a de moins en moins le temps de faire de l'analyse manuelle, par exemple. Mmh. Alors on va encore le faire sur certains dossiers, dans certains cas bien particuliers, et cetera, mais le l'évolution de la fraude exige une décision en temps réel, et ensuite du coup, d'autres méthodes d'analyse, sur les flux, dans un deuxième temps. Mais clairement donc, industrialisation, rapidité, ça c'est vraiment les éléments, les plus importants. Et le troisième élément que j'ajouterais, c'est cette notion qu'on voit arriver aussi de psychologie, hein. Les fraudeurs deviennent de fins psychologues Mmh. pour justement duper, les personnes et abuser des personnes. Alors on le constate, sur, le commerce Mmh. avec effectivement, je vous fais valider une transaction, en vous faisant croire que vous vous êtes fait frauder. Enfin, c'est un peu le monde à l'envers, hein. Le fraudeur se fait passer Ouais, responsable de fraude. pour un responsable fraude ou pour un banquier, enfin bref. Donc il y a cette notion voilà, de psychologie là qui joue et puis qu'on voit aussi, évidemment, en banque, hein, Mmh. vous fait faire un virement, vers un compte, enfin bref. Donc je dirais c'est les 3 éléments, la psychologie, l'industrialisation, le réseau, la rapidité. C'est vraiment ce qu'on voit arriver aujourd'hui. Ouais, c'est ça. La Ouais. viralité. Et la viralité, ouais, la démocratisation C'est ça. finalement des outils, des moyens mis à la disposition de tout à chacun et donc une accélération. Laure, Rachid, un grand merci pour le partage, pour les commentaires que vous avez pu apporter sur ce sujet de la lutte contre la fraude qui est clairement un sujet qui remonte de plus en plus dans les organisations, qui commence à venir chatouiller la top line, hein, et qui remonte au niveau de la gouvernance des entreprises. Merci beaucoup pour tout ça. Si on veut échanger avec vous, j'imagine que LinkedIn est là où c'est le meilleur, hein. Tout à Voilà. fait. Et si par ailleurs vous avez du mal à rentrer en contact avec eux pour une raison que j'ignore, vous pouvez toujours le faire en passant par moi. Vous avez tous mes coordonnées. Mes chers auditeurs, merci pour comment dire, pour la et le mot m'échappe, la récurrence avec laquelle vous écoutez et vous m'envoyez des commentaires. Merci pour la fidélité. Je vous rappelle que vous pouvez écouter l'ensemble des épisodes sur toutes les plateformes d'écoute. Abonnez-vous. Vous pouvez également retrouver cette émission sur YouTube en vidéo. Et puis vous abonner à la newsletter qui est une revue de presse hebdomadaire sur LinkedIn. Je vous invite à le faire. Merci encore. Rachid, merci. Laure, merci. Et à très bientôt. Merci beaucoup.